Il est désormais officiel que le président français Emmanuel Macron participera à la 5e édition du sommet de la CEI à Madagascar le 24 avril. Une rencontre bilatérale entre les présidents malgaches et français est prévue. La question se pose, André Zwillen osera-t-il revendiquer les îles éparses, ou du moins, osera-t-il aborder ce sujet? Le colonel Fanapej, arrêté après la manifestation contre le projet Bas-Tular à Ndabouy, a été envoyé hors de Touliage. La société civile demande sa libération immédiate. De leur côté, le RMDM a annoncé qu'il ne céderait pas face aux tentatives des dirigeants d'imposer ce projet rejeté par la population. Dans l'actualité internationale, mercredi soir, depuis le palais présidentiel, le chef de l'armée soudanaise a proclamé Khartoum libéré après une offensive menée par ses troupes pour reprendre la capitale aux forces paramilitaires. Le général Burhamé est arrivé au palais présidentiel en treillis militaire, le poing levé, en parcourant le bâtiment dévasté, aux fenêtres exposées, les couloirs encombrés de lits de combattants. Il est désormais officiel que le président français Emmanuel Macron, accompagné d'une délégation de 40 personnes, se rendra à Madagascar pour participer à la 5e édition du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien, le 24 avril prochain. Suite au Conseil des ministres d'hier, il a été annoncé qu'une rencontre bilatérale entre les deux présidents se tiendra, accompagnée de la signature d'accords destinés à renforcer les liens entre Madagascar et la France. Ces accords concerneront principalement les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et de l'éducation. Dans ce contexte, une question cruciale se pose. André Zwillen osera-t-il réclamer les îles éparses en déclarant d'une voix ferme « Ici c'est Madagascar », à l'image du président français qui, lors de sa visite aux îles Glorieuses, avait proclamé « Ici c'est la France ». Rappelons qu'en plus de ses nombreuses démarches pour revendiquer les îles éparses, Zwillen avait affirmé lors de son voyage à New York en septembre 2021 qu'il ne possédait ni force ni armes et n'avait aucune intention de recourir à la guerre, privilégiant plutôt la foi et les moyens légaux pour obtenir la restitution des îles éparses. Lui qui, après un rassemblement à Ivat fin 2019, avait officiellement promis de mettre tout en œuvre pour récupérer ces îles avant le 26 juin 2020. Toutefois, son approche a changé depuis. Une cogestion avec la France a été évoquée en dépit de ses engagements initiaux. Dans la situation actuelle, les dirigeants oseront-ils véritablement revendiquer ces territoires? Il convient également de rappeler qu'une résolution adoptée lors du 2e sommet de la CEI, le 3 décembre 1999 à La Réunion, prévoyait que les États membres pourraient gérer conjointement les îles en litige, y compris les îles éparses, Tremblay et Mayotte, en attendant une solution définitive. Le 5e sommet de la CEI à Madagascar va bientôt se tenir et il reste à voir si la question de ces îles, bien que non inscrite à l'ordre du jour officiel, sera abordée. La 3e édition du sommet de la CEI s'était tenue à Madagascar en 2005 sans que les Malgaches ne réagissent et que les dirigeants, au pouvoir de 2002 à 2009, n'en aient pas parlé. Cette année 2025, les Malgaches vont-ils enfin se mobiliser? Les dirigeants seront-ils alertés et s'uniront-ils pour renouveler la demande de restitution de ces îles? L'orgueil, l'amour du pouvoir et de la gloire laisseront-ils place à la souveraineté nationale? L'histoire en jugera. Le colonel Fanapej, arrêté hier suite à la dernière manifestation contre le projet de Bas-Tular à Ndabouy, a été envoyé hors de Touliar. La manifestation en question est survenue le 23 mars dernier et a causé 3 blessés. Diverses associations et organisations de la société civile ont publié une déclaration réclamant la libération immédiate du colonel Fanapej. Elles appellent également au respect des droits fondamentaux, sans favoritisme ni partialité, et à la garantie du droit à la défense, tout en exigeant la fin des pressions et de l'intimidation à l'encontre des leaders de la manifestation contre la Bas-Tular, ainsi qu'une réponse satisfaisante à leurs revendications. De leur côté, les membres du RMDM ont affirmé ce jour qu'ils ne fléchiraient pas face aux manœuvres des dirigeants qui tentent d'imposer ce projet malgré le rejet massif de la population. La colère grande et certains habitants se disent prêts à donner leur vie pour défendre leurs terres. On récolte ce que l'on sème.
Vous êtes en train de provoquer la colère des habitants et si vous les poussez trop loin, vous les trouverez. Ils ne se laisseront pas faire. Nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. Peu importe la force de répression que vous utilisez pour nous écarter, nous acceptons ce sacrifice. Ne nous traitez pas ainsi. Ce projet ne sert que les intérêts des dirigeants et non l'intérêt national. Les politiciens au pouvoir changent d'avis selon leurs intérêts. Sous l'ancienne présidence de Erazonar Mapian, les députés du pouvoir actuel s'étaient opposés à Bastouliar. Mais une fois installés, ils la soutiennent et l'imposent à la population. Ces députés avaient refusé le projet sous la présidence de Erazonar Mapian. Et aujourd'hui, mais au service de quel intérêt agissent-ils? De celui de Touliar ou de celui du pays? Non, ils défendent les intérêts de Razuelne. Et nous ne protégerons pas les intérêts de Razuelne, mais ceux de notre pays. Nous n'accepterons pas la vente de nos terres. Qu'il s'agisse des autorités locales ou des habitants, chacun reste sur ses positions. La confrontation paraît inévitable et la tension à Touliar atteint un niveau critique. Des organisations de la société civile malgache, dont Transparency International Initiative Madagascar, ont de nouveau adressé une lettre ouverte à l'entreprise Rio Tinto concernant la crise environnementale et sociale provoquée par l'exploitation menée par QMM à Fort-Dauphin. De nombreuses demandes à ce sujet avaient déjà été formulées, sans pour autant obtenir l'adhésion de Rio Tinto à ce jour. Ces OSC réitèrent désormais leurs revendications en vue d'un examen approfondi et de mesures concrètes lors de la réunion des parties prenantes en avril prochain. Selon les explications, l'exploitation minière engendra d'importants problèmes pour les communautés locales. Nous, organisation de la société civile, avons suivi de près les activités liées à l'exploitation du QMM à Fort-Dauphin. Nous avons recueilli des images et des preuves tangibles attestant des conséquences néfastes de cette exploitation pour les communautés locales. Ces éléments démontrent clairement l'impact négatif sur l'environnement et la qualité de vie des habitants de la région. De nombreux incidents se sont déjà produits en raison de cette exploitation et des actions immédiates s'imposent. On constate que les dirigeants tentent de dissimuler la réalité. Rappelons qu'il y a eu déjà des poissons morts près du site d'exploitation du QMM, en raison du rejet d'eau provenant de l'exploitation. Cette situation a de lourdes conséquences pour les communautés locales, particulièrement celles qui dépendent de la pêche pour leur subsistance, car elles ne peuvent plus exercer leur activité, réduisant ainsi leurs revenus. Malgré plusieurs démarches entreprises, aucune solution concrète n'a été apportée jusqu'à présent. Les autorités semblent se contenter de calmer la situation. Elles formulent des recommandations sans imposer de mesures contraignantes pour résoudre véritablement le problème. Si Rio Tinto envisage d'étendre ses activités à d'autres sites, cela pourrait représenter un danger environnemental et économique pour les populations locales. L'Australasian Center for Corporate Responsibility a également engagé le dialogue avec Rio Tinto à ce sujet, mais les discussions se sont limitées au respect des réglementations externes sans apporter de solutions durables et rigoureuses aux problèmes soulevés. Le paysage de la communication dans le pays se détériore de plus en plus, en grande partie à cause de la propagation de l'intox sur les réseaux sociaux, alimentés par l'essor rapide des technologies et des sciences. Selon les chercheurs en communication, ces avancées peuvent être à la fois nuisibles et bénéfiques. Elles facilitent et accélèrent les échanges, mais entraînent également une multiplication des fausses nouvelles. Des discours de haine et des bad buzz, ce qui menace l'accès à une information fiable, pourtant un droit fondamental. Pour la science, le chercheur Stigler avait déjà averti qu'il s'agissait à la fois d'un poison et d'un remède. Toutefois, nombreux sont ceux qui considèrent désormais qu'il constitue une clé du développement, même si de nombreuses communications entre les humains en sont altérées, entravant ainsi le progrès. Cette situation a mis en lumière la nécessité pour les chercheurs d'examiner l'usage de la technologie dans la communication.
L'objectif est d'identifier les causes de cette dérive et de proposer de nouvelles perspectives pour promouvoir une communication orientée vers le développement. Notre rôle est de mener des recherches, car c'est ainsi que le développement devrait se construire. Nous ne sommes pas orgueilleux et il ne convient pas à ceux qui aspirent au développement de prétendre tout savoir. Il faut donc continuer à chercher, et une partie de nos résultats vous a été présentée aujourd'hui. Les domaines de la communication, des relations, de la médiation, de l'usage du langage et de la technologie sont étroitement liés. Ce thème sera approfondi lors de la journée d'études en communication organisée par le CERCOM, Centre de recherche en communication. Cet événement scientifique, qui débute aujourd'hui et se poursuivra jusqu'à demain, aboutira à la présentation de conclusions issues des débats. Les chefs traditionnels de la région de Minabé ont fait dernièrement une déclaration adressée directement au président de la République dans laquelle ils demandent le report du rapatriement prévu ce 14 avril du crâne du roi Touir Sakalav à Madagascar. Cette demande fait suite à ce qu'ils considèrent comme un non-respect des coutumes et de la dignité du royaume Sakalav Minabé par les autorités. Selon leur déclaration, le ministère de la Communication et de la Culture n'a pas pris en compte les traditions des Sakalav à Minabé dans cette décision, sans consultation préalable à des notables locaux. Ce n'est pas le rapatriement en soi qu'ils désapprouvent, mais la violation de leurs coutumes, comme ils le soulignent. Ils demandent le report du rapatriement à une période après la saison des pluies, car selon la tradition Sakalav, organiser des cérémonies pendant que l'eau est rouge est un tabou. Avant toute cérémonie, il est nécessaire d'accomplir le Loavoui, un rituel essentiel pour les Sakalav de la région de Minabé, qui aura lieu entre mai et juin 2025. Ils exigent aussi que les tombes du roi Touir et du roi Kamampierre vandalisées soient réparées. En outre, la cérémonie Tsirit, prévue pour août, ainsi que l'intronisation du nouveau roi, doivent d'abord avoir lieu. Selon les traditions locales, les Sakalav de Minabé ne peuvent rien entreprendre tant que ces rites ne sont pas accomplis. C'est pourquoi ils demandent un report du rapatriement du crâne du roi Touir. Cependant, le ministère en charge a persisté à annoncer que le crâne du roi Touir quittera la France le 14 avril prochain. Cette situation reflète, selon les Sakalav de Minabé, un manque de respect flagrant vers les rois et les chefs traditionnels de leur région. D'autre part, on ne perçoit pas de prise de position claire de la part des élus dans cette région. Peut-être sont-ils en connivence avec les autorités pour négliger les traditions et bafouer la dignité de la région. Cette situation rappelle les événements survenus au Rouf de Manzakamiadan, où l'association des Indjin d'Atan-Najif a été forcée d'accepter l'implantation d'un colisée dans l'enceinte même du Rouf. Jusqu'où iront l'opposition des chefs traditionnels